Alors, bonjour à tous ceux qui sont là. Il y a quelques personnes déjà qui sont arrivées. On n'est pas encore midi, mais on est déjà en compagnie de Chloé pour nous parler de Sissi la paillette. Donc, comme vous le savez, on va démarrer à midi 5. Je vois que les personnes qui sont là sont déjà venues, donc c'est des habitués. On va démarrer à midi 5 environ. Donc, je vais passer les 8 prochaines minutes à accueillir les gens. D'ici là, n'hésitez pas à mettre dans le chat l'URL de votre site web. C'est toujours hyper intéressant pour nous de regarder les sites des personnes qui sont présentes. Alors, on a des infos, on les a, mais on va pas les donner si vous voulez rester anonyme. Que voilà, n'hésitez pas à les donner. Vous verrez. Alors moi, je suis en train de fermer les onglets parce que j'ai, je sais pas combien d'onglets LinkedIn ouverts et ça, dès que je reçois un message, c'est l'enfer. Euh, ouais, donc n'oubliez pas qu'il y a l'onglet questions également si vous avez des questions à poser. Là aussi, ceux qui sont déjà venus sont habitués. Je vois quelques marques déjà. On a eu pas mal d'inscrits, donc pas mal de personnes intéressées par l'histoire de Chloé et l'histoire de Sissi la paillette. Donc c'est hyper cool, j'ai assez hâte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer l'intégralité de mes onglets d'un coup, sauf celui-là. Ça ralentit tout en plus. Ah, désolé pour la petite galère. Je sais pas si vous m'entendez encore, mais voilà, c'est bon. Alors, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en avance. Bravo. Et comme je disais, c'est généralement des personnes qui sont plutôt en retard, donc on attend jusqu'à midi 5 pour les accueillir. Mais d'ici là, n'hésitez pas à mettre l'URL de votre site dans le chat. Si vous nous écoutez déjà, si vous avez pas mis en off, si vous n'avez pas coupé le son, mettez votre l'URL de votre site dans le chat, comme ça on peut les regarder, on peut commenter, on peut adapter, ce sera plus facile de répondre à vos questions aussi. En parlant de questions, il y a un onglet questions que vous voyez à côté de l'onglet chat. Je vous encourage à mettre vos questions là-dedans, sinon on ne les voit pas parce qu'elles se perdent un peu dans le flow du chat quand il y a beaucoup de choses qui se disent dans le chat. Et on va lancer certainement un petit sondage au cours du webinar parce que un sondage, ça rend le webinar encore plus interactif. C'est pas un podcast, c'est un webinar. Donc, on veut de l'interaction, on veut des personnes qui nous posent des questions. Chloé a plein de choses à raconter. Moi, peut-être moins, mais j'essaierai de répondre aux questions. Il n'y a même pas encore midi. On a commencé très tôt. Donc, moi, c'est bon, j'ai plus LinkedIn. Donc je suis sauvé. Attends, c'est quoi ça? Moi C'est aussi, j'ai dingue. 15 onglets ouverts, hein, t'inquiète. Enfin, 15, 35. Ouais, c'est ça, plutôt ça. Euh, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent. Salut Khadija. Salut, Camille. Euh, donc, je sais pas si c'est la première fois que tu viens. En tout cas, j'avais pas vu Musc Paris avant. Donc, c'est une marque de fringues, de belles robes à des prix assez importants. Mais en tout cas, c'est très joli. Ça fait combien de temps que tu viens de lancer le site, d'accord? J'allais te demander quand est-ce que tu avais lancé le site. Bah écoute, il est très beau. Tu as lancé ça sur quoi? C'est un Shopify, félicitations. Ok. Et du coup, tu viens t'inspirer de l'expérience Sissi la paillette pour ton lancement. C'est très bien. Les autres, n'ayez pas peur, hein, on va pas vous manger. C'est trop cool quand on a de l'interaction. Ah, il y a plein de personnes qui arrivent, évidemment, il est midi, trop bien. Donc ce que je disais, ce que je répète, n'hésitez pas à mettre l'URL de votre site dans le chat. Nous, ça nous intéresse et comme ça, on peut avoir une meilleure interaction, parler de votre site et réagir dessus. Si vous avez des questions sur ce qui se dit avec Chloé au cours du webinaire, vous avez l'onglet questions, donc n'hésitez pas à mettre vos questions là-dedans et on balancera un petit sondage à un moment dans le webinaire. Voilà. Donc, on a que Khadija qui a sauté le pas et qui nous a partagé son site. En tout cas, très cool.
Et du coup, Khadija, tu fais fabriquer où? Ça nous intéresse. Je vois beaucoup de nouveaux. Trop bien. Ah, les nouveaux, faites-nous savoir. Dites-nous d'où vous venez, quel site vous développez. Je vois dans les adresses email, mais si vous voulez rester anonyme, je vous respecte totalement. On aimerait beaucoup, beaucoup que vous nous partagiez ce que vous faites. Ah, Laure, fabrication à Paris. Khadija. Ah, fabrication à Paris. Je savais même pas que c'était possible. Bah, félicitations, Khadija. Laure, princesse Lia. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je connais pas. C'est des huiles et on connaît, on a déjà travaillé avec Princesse Lia par le passé. Donc, salut Laure. Félicitations. Ah ouais, très très beau site. Ah, en plus, je l'avais ouvert. Je l'avais ouvert. Ok. Jolan Agua Blanca. Agua Blanca. Et du coup, ok, c'est des produits de ménage, d'entretien de la maison. Donc, plutôt clean. Donc, des alternatives à ce qu'on trouve en grande surface, j'imagine. Je vois des bivraps, des bougies, des savons. Trop cool. Et vous proposez d'autres marques, c'est ça? Ou c'est vos marques? Non, non, il y a énormément de choses, donc je pense que c'est pas vos marques. Ouais, ouais, je vois du White Matters, etc. Ok, donc revendeur plutôt. Très cool. Et Princesse Lia, je me suis pas attardé. Ok, donc je regarde les technos des sites WordPress et Agua Blanca, c'est du custom. Ça m'intéresse toujours, ça. Venus and Gaia, superbe marque, qu'on connaît très bien chez Biglou. Euh, du coup, c'est des produits en satin, c'est ça? Je ne me trompe pas. Soie. Pardon, soie, je dis des conneries. C'est des thés d'oreiller en soie, mais maintenant, il n'y a pas que des thés d'oreiller. Il y a des chouchous, vous avez beaucoup de choses incroyables, des traversins. Je vais me faire engueuler par Vanina, parce que j'ai dit satin. Le satin de soie, c'est un tissu. Ça existe et c'est la soie qui brille, donc ça marche. Pas de problème. Ça marche. Yes. Yes. Produit en soie bio, pardon, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Alors, je vois qu'il est bientôt midi 5. Salut Véronique, enchanté. N'hésite pas à toi aussi partager l'URL de ton site. Ça nous intéresse vachement. Il y a encore plein de personnes qui arrivent, mais on va devoir commencer quand même à midi 5. Bon, je rappelle pour tous ceux qui arrivent maintenant, n'hésitez pas à partager l'URL de votre site de e-commerce. Nous, on aime bien voir ce qui se fait et on peut agir, on peut interagir. C'est à ça que sert un webinar. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne fait pas un podcast. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'échanger avec vous, que vous nous posiez des questions, que vous posiez des questions à Chloé, parce qu'elle est là pour ça aussi. Vous avez un onglet questions. Donc, dans l'onglet questions, mettez vos questions, on les prendra au fur et à mesure, surtout si elles sont pertinentes par rapport au sujet du moment. Et on balancera un petit sondage à un moment donné, euh, justement pour prendre plus massivement vos retours. Les sondages sont anonymes, les questions ne le sont pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, on va commencer. Moi, je vais présenter très rapidement. Alors, je vois pas mal de nouveaux, donc je me présente surtout pour les nouveaux. Je suis team d'humain de Big Blue. Alors moi, j'ai eu un site de e-commerce avant, même une marque on faisait du jeu de société, ça s'appelle Morning. On faisait pas mal de jeux, donc des jeux de plateau, des jeux physiques. On vendait en ligne, mais on vendait aussi beaucoup en B2B avec des distributeurs dans 32 pays. J'ai fait ça pendant 7 ans avant de monter avec mes deux cofondateurs actuels, William et Mathias, Big Blue, qui est une solution de logistique avec un gros effort. Enfin, on a mis beaucoup d'efforts sur l'expérience pré- et post-achat. L'objectif étant que via Big Blue, vous amélioriez votre conversion sur votre site web et la lifetime value de vos clients. Voilà, c'était hyper rapide, ça a pris 1 minute, ce qui laisse 4 minutes à Chloé pour nous expliquer ce qu'elle fait, d'où elle vient, etc. Bah oui, moi, je suis Chloé Pernet, une des deux cofondatrices de Cécile Paillette, puisque j'ai cofondé la marque avec ma petite sœur Lorraine. Le nom Cécile Paillette vient de là, hein, c'est Cécile la famille, la petite punchline de rap.
Et on a notre petit frère aussi dans la boîte depuis 6 mois, donc c'est vraiment très, très familial. Et moi, j'ai toujours été fan de paillettes, de strass. J'ai eu un parcours assez varié. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été photographe événementiel, j'ai été chargée de production dans l'événementiel, et tout ça m'a menée vers les paillettes. Et sauf qu'à un moment, on s'est aperçu avec mes amis que les paillettes classiques, c'était extrêmement polluant parce que c'est des microplastiques, donc qui passent à travers des systèmes de filtration, finissent dans les océans et là libèrent tout un tas de substances toxiques. Donc on s'est posé la question de comment faire, est-ce qu'il faut arrêter de mettre des paillettes? Et ça nous rendait vraiment très très tristes. Donc on a commencé à chercher une solution. Et on a trouvé une technologie qui permet de fabriquer des paillettes qui se dégradent dans l'environnement en 4 semaines environ. Et donc, suite à ça, on a lancé Sissi la Paillette en 2019. Félicitations. On va parler un petit peu du côté environnemental, fabrication, etc. Ah, je vois qu'on a de nouveau des sites qui sont partagés. On va regarder au fur et à mesure. Merci Léa. On va parler de ça. Mais ce par quoi j'aimerais commencer, c'est plutôt la partie acquisition client, enfin stratégie client. On va balancer un petit sondage. Alors, sachez qu'on n'est pas que tous les deux. Il y a aussi Anna, qui est la dame de l'ombre, qui nous aide, qui balance les sondages, qui prépare tout ça, qui a demandé à Chloé de venir, qui a fait un gros boulot pour qu'on propose ce webinaire. Donc merci beaucoup Anna. Anna, je te laisse lancer le sondage. Le sondage est complètement anonyme. Donc nous, on verra que les réponses, enfin le nombre de réponses et le pourcentage de réponses. Sachant que je suis Timo Chloé, c'est pour Chloé et moi. Parce que on est obligé de voter et on ne veut pas que ça fausse les résultats. Donc on vous laisse voter pendant ce temps-là. Donc Sissi la Paillette a une stratégie omnicanal, B2B et e-commerce. Et j'aimerais bien que tu me parles un petit peu, dans un premier temps, du B2B. Comment ça se passe pour vous globalement? Et si tu peux nous partager, tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas trop chiffres, mais au moins la, 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 la dimension du B2B chez vous et comment ça se passe. Ouais, c'est vrai qu'on est effectivement omnicanal. Après, on a quand même choisi de se concentrer sur le e-commerce parce que au niveau B2B, les gens avec qui on pouvait commercer, on va dire, ça va être surtout des gens qui font, par exemple, des prestataires de spectacles, etc., qui ont souvent besoin de gros volumes. Donc, on a pris le parti de rester une marque qui était plus à destination des particuliers parce que c'était pas notre volonté d'être des grossistes, en fait. On avait plus envie de travailler le produit dans sa précision, de développer des choses un petit peu particulières, ce qui est moins possible quand on fait des très gros volumes. Donc, on travaille avec pas mal d'artistes, de cabarets, etc. Ça, c'est la partie un peu B2B direct. Et ensuite, nous, on a surtout axé sur la distribution, le B2B2C. Donc, aujourd'hui, on a un réseau d'environ 300 boutiques qui nous revendent. Ça va être majoritairement des concept stores qui sont plutôt dédiés à la consommation éco-responsable. Donc, on a par exemple des épiceries vrac, des magasins de maquillage et de soins éco-responsables. Et après, tout ce qui est boutique un petit peu de cadeaux, boutique pour enfants, on est distribué chez Le Petit Soupe depuis quelques mois, qui a une 50aine de boutiques en France et depuis peu en Belgique aussi. Donc voilà, on est plus sur des petits magasins indépendants et quelques chaînes. Pour l'instant, on n'a pas été dans la grande distribution parce que c'est quand même un grand pas à sauter et qu'on préférait développer un petit peu notre offre avec des petites boutiques. Parce que c'est hyper chouette, on a beaucoup de liens avec les boutiques qui nous distribuent, donc ça nous permet d'avoir des retours sur nos produits, sur ce que les clients et clientes aiment bien, et nous, de nous développer dans ce sens-là, quoi. Ok, et du coup, juste pour revenir à ce que tu me disais avant, le côté événementiel, c'est-à-dire que c'est quoi, tu leur donnes des gros seaux de paillettes et ils en ont pour l'année, ça se passe comment exactement? Ça dépend, justement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de profils différents. Tu as effectivement des clients qui vont vouloir des kilos et des kilos de paillettes, ce qui pour nous est assez compliqué en termes de gestion des stocks. Et après, il y a des clients comme les cabarets, les troupes de théâtre, les artistes, où ça va être des besoins un peu plus ponctuels et sur des produits très précis. C'est quoi, enfin, ceux qui veulent des kilos et des kilos de paillettes, c'est quoi le profil qui a besoin de kilos et de kilos de paillettes?
Alors, c'est très, très varié. On a notamment travaillé avec pas mal de scénographes qui s'en servent en fait pour faire des décors, parce que nos paillettes, elles sont cosmétiques, on peut s'en servir pour le maquillage, mais elles sont aussi utilisables pour plein d'autres choses. Donc, on a eu notamment une pièce de théâtre qui a fait un sable pailleté sur scène. Donc là, il y a eu besoin de pas mal de kilos de paillettes, mais aussi pour peindre des panneaux de décor. On a eu quelqu'un qui a fait pour une émission de télé un canon à paillettes. Donc ça, il y a eu au moins 1 kilo, je crois, de paillettes qui ont été projetées. Donc voilà, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas avec les paillettes. Donc en fait, vous, c'est plutôt de la paillette destinée au maquillage. Donc quand vous faites de l'événementiel, les cabarets, les théâtres, c'est beaucoup plus aligné avec ce que vous avez l'habitude de faire, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, ok. Et du coup, par contre, quand tu fournis des cabarets, des théâtres, ton approche, c'est quoi? Tu leur vends à des prix normaux du site ou tu leur fais des ristournes? C'est Non, quoi ton... on fait des tarifs professionnels à partir d'une certaine quantité d'achats et c'est aussi lié à la récurrence d'achat, en fait, parce qu'on sait que c'est des choses dont les personnes ont besoin pour travailler. Donc, on fait des tarifs pro, effectivement. Est-ce que tu as une relation qui serait assimilable à celle de- des, des manufacturiers de shampoing avec des salons de coiffure, par exemple? Est-ce que tu as des plus gros formats? Tu gères ça comment? On fait des plus gros formats, ouais, on fait des gros sachets parce que nous, notre conditionnement de base, c'est des petits pots de 5 et 10 millilitres qui suffisent largement pour une utilisation classique parce que avec un petit pot de 5 millilitres, on fait une vingtaine de maquillages bien chargés comme ce que j'ai là. Donc, effectivement, pour les artistes de théâtre ou de cabaret, il faut un petit peu plus. Ah ouais. Donc, soit on en vend plus, soit on fait des gros sachets, effectivement, ouais. Ok. Alors, je fais une petite parenthèse avant de passer à la partie plutôt réseau de revendeurs qui nous intéresse évidemment beaucoup. Je vois qu'il y a des personnes qui sont encore arrivées plus récemment. Alors, n'hésitez pas à mettre l'URL de votre site dans le chat. Bon, il y a beaucoup qui ont joué le jeu, c'est trop trop cool. Et posez vos questions. Au fur et à mesure, s'il y a des choses qui vous viennent, vous voulez qu'on rebondisse sur un truc, moi je vais avoir des idées de questions, mais peut-être pas toutes les idées que vous avez envie de poser. Là, on va creuser le B2B, on va creuser le e-commerce, on va creuser la production. Donc, n'hésitez pas si vous voulez encore poser des questions à Chloé. Il y a l'onglet questions, il est fait pour ça. Et on va rebalancer des sondages. Donc, je vous donne le résultat du sondage précédent. Il y a 60% des personnes qui sont présentes qui font l'omnicanal. Il y en a 25% qui sont pur e-commerce, pur player e-commerce, et il y en a beaucoup moins qui sont pur B2B. Personne ne fait de marketplace ici. Donc, c'est intéressant de voir que beaucoup ont choisi la stratégie omnicanal. Donc, voilà, parlons-en. Le réseau de revendeurs, je rebondis, 300 boutiques, des concept stores, des épiceries vrac, des magasins de maquillage éco-responsable, maintenant même des magasins pour les enfants. Comment tu les trouves, ces magasins-là? Est-ce que vous avez pris au téléphone, vous avez appelé tout le monde? Ça s'est passé comment? Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de démarchage de notre part, justement, d'aller chercher les magasins qui pouvaient être intéressés par notre produit, ce qui était au début assez difficile, à la fois simple et difficile, parce qu'on a un produit qui est assez transversal au final. On fait du maquillage, mais on fait aussi du cadeau, on fait aussi de l'enfant, et les paillettes, ça rentre pas vraiment dans une seule catégorie. Donc, on pouvait pas se dire, on va chercher tous les magasins de maquillage dans cette ville. Non, en fait, on a été obligé de tester, de proposer à plein de gens différents et de voir qui pouvait être intéressé. Et après, on s'est reconcentré un petit peu sur ce qui fonctionnait. Donc voilà, tout ce que tu viens de dire, toutes les boutiques qui ont quand même un engagement éco-responsable, une volonté de proposer des produits de consommation différents. Et tout ce qui est autour de la fête et du déguisement aussi, c'est quelque chose qu'on a pas mal démarché parce qu'on s'est rendu compte que dans le secteur de la fête, il y avait très peu de propositions éco-responsables. C'était un gros manque sur le marché. Donc, on essaie d'aller démarcher les boutiques de déguisement classique, de leur dire, voilà, nous, on propose une alternative plus éco-responsable. Est-ce que vous voulez commencer à proposer ce type de produit? Et ça a bien fonctionné pour l'instant. Et plus factuellement, comment tu fais? Tu vas sur Google, tu tapes magasin de déguisement et ok, tout simplement. Voilà, exactement, tout simplement. Maintenant, on a des super outils informatiques comme Pipedrive qui nous permettent de classifier un petit peu tout ça. Mais au début, c'était clairement
des Excel, beaucoup de recherches et des mails, des coups de téléphone, etc. Donc, ouais, on est passé par. Ça nous a pris pas mal de temps. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on a eu très tôt une communauté assez soudée, assez dynamique sur les réseaux sociaux et qu'on a pas mal de boutiques qui sont venues nous voir aussi directement, qui nous envoient des messages en disant ah, bah, on aimerait bien distribuer vos produits. Et on fait régulièrement des demandes à notre communauté, notamment bah, dans votre ville, est-ce qu'il y a une boutique à laquelle vous pensez et où vous pensez que nos paillettes seraient bien accueillies. Et on prend les résultats de ces sondages et puis on contacte les boutiques par la suite. Ok, ouais, trop cool. Ça, c'est quand même une bonne démarche et c'est plutôt agréable d'avoir des demandes inbound là-dessus. Et c'est marrant que tu me parles de Pipedrive parce que pour moi, c'est un outil qui est très, enfin, SaaS business, c'est pas très produit physique, quoi. C'est rare, j'en entends rarement parler chez les marques et je trouve ça très smart, hein, très malin. Vous l'avez découvert comment cet outil et pourquoi vous n'avez pas choisi un outil plus classique pour le B2B, enfin pour le, pardon, ouais, le B2B de produits physiques? Je ne sais plus comment on l'a découvert. Je t'avoue qu'on a testé pas mal d'outils parce que Lorraine, mon associée, comme moi, on ne vient pas du monde de l'entreprise. En fait, elle est venue monter Cécile la Paillette avec moi à la fin de ses études. Elle avait fait 2-3 stages avant en cabinet de conseil, mais voilà, c'était pas axé très business. Et moi, j'étais freelance, entrepreneuse. Donc, en fait, on est parti de zéro au niveau des outils de travail, de comment en fait structurer une entreprise qui commence à marcher, parce que c'est facile quand tu es deux et que tu as 3 Excel, mais quand tu commences à être une petite équipe, il faut trouver des outils, sinon tu perds trop de temps. Donc, on a recherché pas mal d'outils, on a fait pas mal de webinaires justement pour se former sur la façon de démarcher, d'organiser tous ces prospects. Et on a trouvé que Pipedrive, c'était une bonne solution parce que ça te permet de rentrer les gens que tu contactes, de dire s'ils ont dit oui, s'ils ont dit non, s'ils ont dit peut-être. Si ensuite la boutique, le client vient à passer une commande, tu peux ajouter la commande dans Pipedrive, ce qui te permet d'avoir un suivi en fait de tous tes clients. Donc c'est assez pratique. Voilà. Mais il y a d'autres outils qui proposent sensiblement la même chose qui existent, je sais. Ah oui, j'aime bien ce que tu as dit au début. On venait pas de là. Du coup, on a trouvé des outils, on a cherché des outils, on est parti de zéro. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve que quand tu as déjà de l'expérience, tu commences dans le secteur, tu commences biaisé, tu vois. Et tu commences et tu fais pas forcément les bons choix d'outils. Et moi, je prends l'exemple de ce qu'on avait fait. Nous, on a monté notre première boîte à 19 ans. Alors, on savait rien faire du tout, même pas des photos, rien. On était nuls. Et en vrai, dans ces cas-là, tu fais des recherches Google, tu demandes aux gens, tu compares vachement, t'as pas le choix, quoi. Et je trouve ça trop, trop cool que tu nous dises ça parce que enfin, je trouve ça assez frais d'entendre ça. Parce que nous, on est vachement confrontés à ça, à des clients, des prospects qui ont des idées très, très, très arrêtées. Alors que, comme tu dis, PyDrive, excellent outil quand tu veux commencer, c'est parfait. Et même, je pense que tu l'utiliseras encore longtemps, j'imagine, quand tu tapes Ouais, pas mal. Bon, après, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai que des fois, j'aurais bien aimé avoir une petite expérience en entreprise. Ça aurait évité quand même des erreurs et des pertes de temps, mais je pense que l'un dans l'autre, voilà, Ouais, mais les bon. deux se valent et ont leurs avantages et leurs inconvénients. Après, ouais, après, vous êtes intelligentes toutes les deux. Enfin, c'est ça aussi, tu fais des choix. Ouais, je comprends aussi cette remarque-là. Ok, du coup, parlons un peu plus enfin, pour aller un peu plus dans cette discussion du réseau de revendeurs. Je vois que le temps avance vite. C'est très passionnant ce que tu nous dis. Juste, l'idée pour vous, est-ce que c'est de continuer de développer ça? Est-ce que vous voulez aller dans d'autres pays ou pour l'instant, vous ne voulez pas plus développer? D'ailleurs, tu ne nous as pas dit, est-ce que c'est quoi la part du business à peu près qui est faite auprès des revendeurs? Ça va être autour de 30%. 30%. Ok. Et du coup, voilà, c'est quoi les velléités du futur avec les revendeurs? Bah écoute, avec les revendeurs, pour l'instant, on a envie de consolider déjà notre présence en France et dans les pays frontaliers parce qu'on est déjà distribué pas mal en Belgique et ça commence dans les pays plutôt francophones parce que pour l'instant, on n'a pas quand même un sacré boulot de tout traduire pour s'exporter dans des pays non francophones. Donc voilà, déjà développé dans les pays frontaliers. Ensuite, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas distribué pour l'instant dans de la grande distrie. Le petit souk, c'est, voilà, je te disais, une cinquantaine de boutiques, c'est pas énorme. À terme, on aimerait bien pouvoir rentrer dans des grandes enseignes
qui soient soit dédiés au maquillage, soit un peu plus généralistes, comme je dis Sephora, Monoprix, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre au point, peut-être pas en 2023 ou à la fin de l'année, mais en 2024, parce que ça demande quand même, en termes de gestion des stocks, de logistique, une énorme préparation. C'est quand même, voilà. Donc là, on consolide déjà ce qu'on a et on va se lancer un peu dans le grand bain à l'avenir. Et effectivement, un développement ultérieur à l'international, on est assez partante pour le faire, pareil, plutôt fin 2023, début 2024. On a envie de se concentrer d'abord sur l'Europe, parce que déjà pour des questions d'éco-responsabilité, on trouve que ça n'a pas forcément beaucoup de sens d'aller envoyer nos produits à l'autre bout du monde, mais en Europe, ça fait complètement sens. Voilà. Ok, Europe dans un second temps. Ok, je trouve ça. Enfin, moi, je te l'ai pas dit au début, mais je le dis et je le dis à tout le monde. Je trouve que votre branding est incroyable. Je trouve que Sissi La Paillette, vous avez réussi à faire quelque chose d'extrêmement différent des classiques. Je pense qu'il y avait 10 000 manières de le faire beaucoup plus classique. Et vous avez une image de marque qui est très, enfin, hyper dynamique, hyper à l'image de vos produits finalement. Vous n'êtes pas du tout loupé là-dessus. Moi, j'ai une conviction, c'est que si vous devenez très très fort en e-commerce, en fait, le B2B va venir à vous. Est-ce que tu le ressens? Alors, tu me disais que tu le ressentais un petit peu à l'échelle des petits magasins, mais est-ce que tu as déjà eu des personnes de plus grands groupes qui t'ont contacté ou c'est pas encore le cas? On a quelques échanges, on a eu quelques échanges déjà. Il y a quelques groupes qui peuvent commencer à être intéressés. On a envoyé des petits produits, etc. Mais voilà, c'est work in progress parce que on veut pas sauter dans le grand bain trop tôt. Voilà. Ok, Mais clairement, il y a de l'intérêt. On sait qu'on a un produit qui plaît. Nos revendeurs dans les boutiques physiques nous le disent et sont très contents parce que notre marque amène du monde. Donc, on pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour y arriver. Voilà. et nous, on a un exemple, hein, Unbottled. Je sais pas si tu les connais, Unbottled. Ouais. C'est une très belle marque également. Ils font des produits, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des produits, surtout pour les cheveux jusqu'à présent, même maintenant je crois qu'ils s'ouvrent beaucoup, solides, donc des shampoings solides, des après-shampoings solides, etc. Eux ont fait full e-commerce au début et ils se sont développés de plus en plus en B2B, mais juste parce ils étaient attractifs et ils ont été contactés notamment par Sephora. C'est pour ça qu'ils bossent maintenant avec Sephora, c'est qu'ils ont été contactés de par leur présence e-commerce. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment assez exceptionnel et voilà, j'espère ne pas me tromper si je dis en disant que vous allez réussir à faire ça. Ok, donc ça nous donne une bonne transition sur le e-commerce. Le temps avance beaucoup, beaucoup trop vite. Parle-nous du e-commerce. Aujourd'hui, donc, c'est-à-dire que le e-commerce, c'est 70%, c'est ça, de votre volume? 60 à peu près parce qu'on a une boutique aussi en L'atelier. physique. Voilà. Tu veux nous en parler en deux minutes? Vas-y, on t'écoute. Maintenant, on parle 2 minutes. On se Ah, paye le coup. avant de passer au e-commerce, j'avais oublié d'en parler. Ouais, parce que du coup, la boutique représente environ 10% de notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est une vraiment belle réussite, quelque chose dont on est très fiers. C'est qu'on avait super envie, on avait vraiment un rêve d'avoir un endroit qui soit vraiment à notre image et où on puisse faire venir les gens. Parce qu'avant, on avait des petits bureaux, des petits ateliers où on travaillait, où on faisait des expéditions de commandes, tout ça. Et toujours des gens sur les réseaux sociaux qui nous disaient « Ah, mais est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux voir les paillettes en vrai ?» Et clairement, nos locaux, ils ne faisaient pas rêver. On leur disait « Vas-y, passe. » Et les personnes venaient, elles restaient une demi-heure, 1 heure à tester les paillettes, etc. Et on a eu vraiment envie de permettre à tout le monde de faire cette expérience, de venir et de faire un peu des petits chimistes, à faire des petits mélanges, tout ça. Et on a décidé d'ouvrir une boutique. Alors, on n'avait pas trop d'argent à l'époque, c'était en 2021, c'est-à-dire qu'on était encore dans le Covid, parce qu'on a quand même lancé la marque en septembre 2019, 6 mois avant le Covid, donc pour une marque de paillettes, de produits festifs, c'était un peu compliqué. Mais voilà, on a eu cette envie et à ce moment-là, on s'est dit, on va lancer une campagne de crowdfunding et proposer aux gens de contribuer à la création de cette boutique. Et cette campagne a super bien marché. On a eu plus de 700 personnes qui ont contribué et ça nous a permis de lever 30 000 € pour créer cette boutique. Donc, qui a ouvert il y a presque un an. Ça va faire un an dans une semaine, le 4 décembre 2021. Et elle est dans le 20e arrondissement à Paris. C'est un petit cocon super agréable. Tout le monde adore passer du temps dedans. Donc ça, on en est très, très fiers. C'est rue des Partants, c'est ça?
Ouais, c'est ça. 28 rue des Partants. Je vous encourage vraiment à aller la voir parce qu'elle est assez incroyable cette boutique-là. Regardez, hein, Sissi La Paillette. Alors, je vais vous mettre un lien. Il fait bien dégueulasse, je sens. Comment je fais pour mettre un lien de ça? Bon. Si Anna, tu peux mettre le lien de la boutique. Bon, j'ai que ça. C'est pas un très beau lien. Voilà, on voit des photos de la boutique, vous allez voir, elle est très canon, ça donne envie d'y aller. Et je pense qu'en termes d'expérience, c'est assez cool. Et alors, c'est important de parler des boutiques parce que je vois beaucoup de marques qui veulent créer leur boutique absolument, etc. Vous avez pris le pari non pas de faire un réseau de magasins, mais de faire une boutique plutôt showroom pour rencontrer, quoi. Pour rencontrer, pour échanger. C'est pas forcément un driver enfin, c'est pas pour faire du chiffre, quoi. Enfin, un peu, mais pas trop. Oui, non, parce que c'est clairement commercialement parlant. Je pense que se mettre dans une petite rue pavée, pas du tout passante du 20e arrondissement, c'était pas le meilleur truc à faire. Mais on a eu un vrai coup de cœur pour l'endroit et le but, c'était pas de se mettre dans le marais, dans une rue très passante. En fait, le but, c'était que les gens qui viennent puissent venir passer un bon moment et pas faire la queue. Donc, en fait, on a voilà, un canapé, une table avec toutes les paillettes et tu peux rester 1 heure et demie, il y a des gens qui le font, et 1 heure et demie à discuter, échanger, essayer toutes les paillettes. Et le fait qu'on soit un peu à l'écart de l'animation, des quartiers très commerçants, très passants, ça permet vraiment de créer cette bulle et c'était important pour nous. Ouais, c'est pas juste des personnes qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent. Non, non, Pour ma part, j'habite littéralement à 5 minutes à pied, donc c'était pas très très difficile d'y aller. Et ma compagne est fan de Cécile Payet, donc voilà. Mais effectivement, le 20e en général, c'est moins touristique et moins passant. Après, je trouve ça très très cool ce que vous avez fait. Alors, c'est bon, on va parler de e-commerce, de votre capacité à rameuter les foules sur votre site, à avoir une conversion de dingue. Euh, Parle-nous de ton e-commerce. Comment vous l'avez lancé? Quel est votre driver de croissance? Voilà, si tu peux nous faire une présentation, ce serait intéressant. ouais, carrément. Notre e-commerce, au début, c'était une évidence pour nous. Je pense que c'est parce que on est des digital natives, comme, comme on dit. Non, mais c'est que à l'heure actuelle, moi, je commande quasiment tout sur Internet. Et ça avait beaucoup de sens pour notre marque parce que on avait déjà une communauté, parce qu'on faisait beaucoup d'événements avant, on allait maquiller les gens, etc. Donc les gens nous connaissaient déjà un petit peu. Donc on a monté ce site pour dire à tous les gens qu'on avait rencontrés, ah bah regarde nos paillettes, tu peux les retrouver là. Et c'est un site sous WordPress, on est en train de changer, de passer sur Shopify, là, je sens que tout le monde va être ravi. Et c'est moi qui l'ai monté toute seule dans ma chambre. Ça m'a pris un mois, j'avais jamais fait ça. Donc, bien sûr, au début, on n'a pas de moyens, on fait comme on peut. Donc, nous, on a pris le parti de tout faire nous-mêmes. Et on a essayé de le penser pour montrer le plus possible, en fait, tout ce qu'on pouvait faire avec nos paillettes. Donc, d'essayer de mettre un petit peu des tutos, des exemples de photos portées, etc. Et on a lancé. Et très vite, ça a bien fonctionné. Donc, au début, on faisait une communication très organique sur nos réseaux sociaux, donc on partageait pas mal le site, etc. Et on a assez rapidement commencé à faire un peu des ads, donc des Facebook Ads par exemple. Mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas mis beaucoup de budget dès le départ parce qu'on n'en avait pas énormément. Et on a surtout misé en fait sur l'organique. Donc vraiment construire une communication chouette sur les réseaux sociaux, partager plein de contenus très intéressants pour les gens, pour que les gens puissent revenir sur notre site. Donc, on a beaucoup travaillé en organique dans un premier temps. Ok, et alors, c'est marrant parce que la manière dont tu te présentes au début en disant bah, on n'avait pas d'expérience là-dedans, moi je venais d'un autre milieu, etc. Et ce que vous avez mis en place, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence. Je trouve que la manière dont vous avez fait les choses est extrêmement pro, bien pensée, et surtout, vous n'avez pas du tout mis la charrue avant les deux. Et je te dis ça parce que je vois énormément de boîtes dépenser 50 000 balles dans un site avant même d'avoir fait 1 euro de chiffre d'affaires, alors que toi, tu l'as fait chez toi. Tu l'as fait à la main sur un WordPress, et puis il est pas nul du tout hein, pour le coup, mais ça vend, tu vois. Enfin, ça vend avec un WordPress. Bah ouais, c'est exactement ce qu'on s'est dit, c'est qu'il valait mieux sortir quelque chose d'imparfait plutôt que de rien sortir du tout. Pour tout te dire, le moment où on a vraiment pris la décision finale de lancer la marque et le moment où on a lancé officiellement, il s'est passé moins de 2 mois. Donc, on a fait le business plan dans un bus pour aller chez nos grands-parents avec ma sœur. Et après, j'ai codé pendant un mois. Et
C'était vraiment notre concept, c'était on sait qu'il y a une demande, les gens qu'on maquille en soirée veulent des paillettes éco-responsables, donc on va essayer d'y répondre rapidement, on sort et on améliorera après. Et on a essayé d'améliorer de façon continue depuis 3 ans et on est encore en train de le faire parce que, bien sûr, on n'a pas fait les choses de façon toujours très carrée, donc il y a toujours des petites choses à rattraper, mais au moins, on a pu tester notre projet, voir que notre produit plaisait, commencer à construire notre communauté. Donc en fait, au final, je pense qu'on n'a pas perdu de temps non plus à fonctionner comme ça, quoi. Ouais, au moins, enfin, tu vends, quoi. C'est autre chose. C'est vraiment vendre avant de vouloir refaire son site internet. Je trouve que c'est extrêmement important. Et ça, c'est un message que je passe à toutes les personnes qui sont présentes ici. Franchement, passez pas de temps au début sur le site. Faites un truc qui vous ressemble, qui vous plaît, qui convertit, parce que bon, il faut quand même qu'il y ait le bouton, qu'il y ait les sitiers, etc. Je pense que le site de Sissi La Paillette, c'est le cas. Et lancez et vendez, quoi. Alors, vraiment, c'est assez exemplaire. Alors, on a une question très intéressante de la part de Laura. Bonjour, pourquoi vouloir passer de WordPress à Shopify? Je te laisse répondre à ça. Ouais, carrément. Écoute, au début, on est passé sur WordPress, enfin, on a construit le site sur WordPress parce que c'était une solution qui était assez personnalisable et pas très coûteuse. C'est-à-dire que tu construis un site avec des plugins et tu peux t'en sortir pour quelques centaines d'euros si tu fais tout à la mano. Shopify, c'est un peu plus cher, mais ça permet déjà d'avoir beaucoup d'intégration avec des prestataires externes. Donc, par exemple, je sais que chez Big Blue, il y a beaucoup d'intégration avec Shopify. Et en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure que toutes les entreprises avec lesquelles on travaillait pour des questions d'outils informatiques, je parle plutôt, et même les prestataires extérieurs, par exemple, on a externalisé notre service client, etc. Ça, c'est des choses où les intégrations avec Shopify sont plus simples, plus efficaces et ça fait gagner beaucoup de temps au final. Donc ça, c'est un peu une des raisons numéro 1 pour laquelle on passe sur Shopify. Ouais, alors je rebondis sur ce que tu dis et tu dis effectivement les boîtes ont tendance à développer sur Shopify, à plus développer sur Shopify. Nous c'est simple, hein, attendez, je vais enlever ça. Euh, on a eu, on a toujours développé en premier sur Shopify parce qu'il nous laisse aussi beaucoup plus la possibilité de. Shopify c'est un environnement où c'est plus facile pour nous, c'est plus ouvert, ça nous permet de faire énormément de choses. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est très standardisé. C'est-à-dire que quand on va arriver sur des environnements WordPress, PrestaShop, Magento, il y a plusieurs versions, des gens qui ont beaucoup développé derrière. Et en fait, on se retrouve à faire des produits qu'on doit adapter pour chaque site internet. Et je parle même pas des sites internet qui sont faits complètement custom. Shopify nous permet de très rapidement lancer quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. Alors, ils ont une différence entre Shopify Plus et Shopify normal, mais qui est maigre, enfin qui est maigre pour nous en tout cas. C'est la raison. Après, on a aussi développé des choses pour WordPress. WooCommerce. WooCommerce, je pense que c'est le deuxième CMS chez Big Blue, le plus représenté. Mais c'est clair que les Wix, les Magento, c'est des technos qu'on voit beaucoup moins, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah non, Laura qui dit super merci. Elodie, je te vois taper. Si c'est une question, c'est plutôt dans question. Je préviens. Laura, j'ai vu que Laura a écrit la question dans le chat et puis dans question immédiatement. Vous voulez pas se faire engueuler. N'oubliez pas de passer par l'onglet questions. Ah, non, Elodie partage son site. On va continuer. Ok, donc sur cette volonté d'aller vite, c'était intéressant. Là, aujourd'hui, vous passez sur un Shopify. Est-ce que vous avez fait appel à une agence? Vous faites ça comment? Ouais, cette fois, on a fait appel à une agence justement parce qu'on est arrivé à un stade où on a un petit peu plus de budget à mettre là-dessus et que le site que j'ai fait moi-même était pas mal, mais il cochait pas toutes les cases en termes notamment d'acquisition, de conversion, de SEO. Forcément, vu que c'est des domaines que je maîtrisais pas, c'était pas parfait. Là, on avait envie de faire une refonte qui soit vraiment super fonctionnelle, donc en ayant les meilleurs configs possibles en termes d'acquisition et de SEO. Donc, on bosse avec une agence pour développer le site et on a commencé à travailler avec une agence SEO aussi pour nous donner un coup de main là-dessus. Ok, parce que il y a beaucoup de recherches organiques, des gens qui viennent depuis la recherche, qui cherchent des paillettes et qui arrivent sur votre site, c'est ça?
Il y en a un petit peu, mais pas énormément justement, parce que ce que tu disais au niveau des canaux d'acquisition, c'est vrai qu'on a beaucoup fonctionné voilà, en organique, sur les social ads, sur un petit peu de Google Ads aussi, mais on a un peu négligé le SEO d'une part et tout ce qui est email marketing d'autre part. On avait une stratégie qui était assez légère là-dessus, parce que vu qu'on faisait tout en interne jusqu'à il n'y a pas très longtemps, y compris les ads, etc., on n'avait pas le temps de tout faire bien. Donc, on s'est surtout focus sur les social ads et on a laissé un peu ça de côté. Donc, ça, c'est vraiment des leviers qu'on a envie de développer là maintenant. Et donc, on a envie d'être accompagné par des gens qui sont professionnels là-dedans, parce que on n'a plus le temps, malheureusement, d'acquérir toutes les compétences pour devenir des produits SEO, quoi. Ok. On va en parler des canaux d'acquisition. Je vois qu'il y a Khalid qui me dit bonjour, je suis en retard. Khalid, je te propose qu'on recommence depuis le début. Non, bon, Khalid, je suis désolé, mais il y a un enregistrement où tu pourras récupérer toutes les infos du webinaire. C'était très intéressant depuis le début, donc je te conseille. Juste sur les agences, surtout celle qui fait ton site internet, est-ce que tu peux nous partager le nom ou ça t'embête? C'est secret? Non, bien sûr, c'est Black Swan. Black Swan, ouais, nous on les connaît bien. Et en termes de budget, une tranche? On est pour l'instant autour de 30 000 euros. Ok. Donc plutôt la tranche basse du développement web, même sur Shopify. Nous, on a l'habitude de voir une moyenne à plutôt 50, 40, 50. Oui. 30 000 euros, bravo. Ouais, non, mais après, c'est pour un lot 1. Disons qu'on est un peu pressé par le temps parce qu'il y a des choses qui vont plus sur notre site actuel. Donc, on a décidé de faire une version un petit peu légère en lot 1 et de rajouter des choses un petit peu plus tard, quoi. C'est aussi pour ça que c'est pas très cher, c'est parce que c'est pas un site finalisé. Je pense qu'il va falloir qu'on rajoute un petit peu de budget par la suite pour avoir vraiment tout ce qu'on veut, quoi. Mais ouais, après Black Swan, ils ont fait des très beaux sites. Ils ont notamment fait celui de Caval, il me semble. Ouais, justement, c'est pour ça aussi qu'on a eu envie de travailler avec eux. Ils ont fait celui de Caval, celui de Côtelet aussi, qui est une marque de prêt-à-porter en velours Côtelet, et qu'on a trouvé vraiment chouette, très efficace. Donc voilà. Que des clients Big Blue. Donc ça reste en famille, c'est très bien. C'est une aventure de famille finalement, hein, si la palette. Non, et plus sérieusement, nous on les connaît, Black Swan, on connaît Paul, qui est le boss. Je sais pas si tu bosses avec lui directement, mais c'est une super team. Ils ont le cœur sur la main en plus de bien bosser, ils sont sympathiques. Ok, donc maintenant on va parler acquisition. Le temps avance trop vite. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tous les sujets dont tu voulais parler. Acquisition client. Toi, tu nous disais c'est beaucoup plus organique, mais quand tu parles d'organique, c'est beaucoup de social. Donc, vous êtes sur TikTok, sur Instagram, sur tout. Tu peux nous dire un peu comment c'est structuré et quelle est la part du business qui vient de cet organique-là? Ouais, écoute, nous, on s'est vraiment construit sur Instagram, ce qui était assez évident à l'époque, donc il y a 3 ans, parce que TikTok n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, parce que c'est vraiment le réseau social de l'image, et on a bénéficié d'une énorme trend autour du maquillage, notamment avec des séries comme Euphoria, des maquillages très chargés, qui ont beaucoup de caractère. Donc, je pense qu'on avait vraiment un produit qui répondait au code d'Instagram à ce moment-là. Et ensuite, TikTok est arrivé. Donc, on a fait pas mal de tentatives pour se mettre dessus. Et on s'est rendu compte que ça nous prenait beaucoup de temps. Donc, on a eu des périodes avec TikTok, sans TikTok, avec TikTok. Là, on s'y remet un petit peu. Mais globalement, je t'avoue que je n'ai pas les chiffres en tête pour savoir le pourcentage de notre acquisition qui vient d'Instagram, mais il est quand même assez conséquent, quoi. Ok. C'est quoi tes techniques un peu là pour être, à part le fait que vous ayez profité des trends, parce que profiter des trends, c'est bien, mais Euphoria, ça a quoi? Ça date un peu, ça fait 4 ans. Ça date. Euh, ça a révélé notamment Zendaya, je crois. Donc Ouais. ça fait un bout de temps, parce qu'en Zendaya, on entend parler quand même tout le temps depuis longtemps maintenant. Comment tu as réussi à garder ça, à garder ce momentum? Comment tu fais pour que pour engager enfin, pour qu'il y ait un engagement de ta communauté constant? Écoute, je pense qu'il faut déjà apprendre à connaître sa communauté. Donc, qui regarde tes posts? Qu'est-ce que ces personnes-là
attendre voir. Donc nous, c'est vrai que vu qu'on fait beaucoup de contenu nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas on travaille ponctuellement avec des studios, etc. Mais en gros, on shoot tout au téléphone dans nos bureaux, quoi. Donc, on a testé plein de choses. On a testé de faire des tutos, on a testé de faire des petites vidéos macro, on a testé de faire des trucs un peu différents. On a une ligne édito qui est assez engagée parce que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. On a envie d'être une marque engagée qui aide à apporter des valeurs qui nous sont chères dans l'espace public. Et du coup, à chaque fois qu'on teste quelque chose, on voit si ça fonctionne pas. Donc là, on sait maintenant que notre communauté, elle adore les tutos vidéo, elle adore voir des vidéos un peu glitter porn avec des paillettes de très près, au ralenti, etc. Donc c'est vraiment du test and learn et surtout pas hésiter à changer rapidement. En fait, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont tendance à tenir une espèce de ligne éditoriale avec un feed parfait et des posts qui suscitent peu d'engagement au final. Moi, je pense qu'il faut toujours tester de nouvelles choses et s'il y a un truc qui fonctionne, on cherche à le répéter. Ok, tu as une question et pas dans les questions. Laure qui demande l'acquisition via TikTok est-elle bonne? Ou pardon, tu as dit qu'Insta, je suis perdu, on hésite à passer sur TikTok. Donc voilà, je te laisse répondre à cette question. Alors TikTok, c'est vraiment pas mal quand ça marche. Nous, on a fait quelques vidéos qui ont un peu buzzé. On est entre 200 et 500 000 vues sur quelques-unes. Pour celle-là, on a enregistré des pics de visite assez incroyables sur notre site. Ça allait de 100, enfin entre fois 10 et fois 15 peut-être, quelque chose comme ça, sur les journées du buzz. Donc ça fonctionne bien. On a eu pas mal de commandes suite à ces buzz-là. Par contre, c'est très dur de trouver comment faire le buzz. Donc, ça demande une grosse réflexion stratégique, beaucoup de veille sur les contenus, les trends de TikTok et beaucoup de test and learn, justement, tester plein de types de posts, etc. et voir ce qui reach. Donc, mon conseil, ça serait de tester TikTok, mais en regardant plein de webinaires avant, etc. Et de ne pas y perdre trop de temps. Nous, ça a été une de nos erreurs, c'est qu'on a vraiment fait beaucoup de TikTok pour au final un résultat qui n'était pas à la hauteur du temps qu'on y a passé. Donc, c'est toujours mesurer son investissement parce que ça peut être très, très chronophage. Ok, et qu'est-ce que tu penses? Alors tout à l'heure, tu nous parlais des relais payants. Est-ce que tu prends ton contenu organique et tu le réutilises sur le paid ou tu fais quelque chose de différent? On fait ça et on fait aussi des choses différentes. En fait, quand on fait du paid, justement, on essaie de tester plein de choses. Donc, ça va être le contenu organique concret. Ça va être aussi pas mal d'UGC, donc les User Generated Content. Vous admirerez mon superbe accent anglais, c'est-à-dire des contenus produits par des utilisateurs, des clients. Et après, on fait des créas qui sont spécialement dédiés au paid aussi. Et pareil, en testant plein de choses différentes pour voir ce qui fonctionne le mieux. Ok, alors tu me tends une perche énorme parce que j'allais t'en parler. Les UGC, vous les générez comment aujourd'hui? Comment vous réussissez à récupérer du contenu de la part des clients? Alors, on bosse avec un service qui s'appelle Wink depuis quelques mois, là, depuis juin. En fait, c'est un outil qui permet de créer un programme ambassadeur, plus ou moins, pour sa marque et du coup de demander aux clients de générer des UGC. Donc, c'est assez cool, c'est très gamifié. Donc, la personne s'inscrit au programme, a une petite liste de missions qui peuvent être envoyer une photo, envoyer une vidéo, mais aussi commenter un post sur Instagram, partager un post en story. C'est assez complet. Et en fait, quand les personnes s'inscrivent, elles acceptent de céder les droits sur les photos et vidéos qu'elles envoient. Donc, nous, en fait, on met une petite mission, par exemple, dites-nous pourquoi vous aimez les paillettes ou montrez-nous votre plus beau maquillage. Et ça nous permet comme ça de récupérer des UGC qui sont précis selon nos besoins, ce qu'on a envie de voir et de montrer. Alors, j'ai deux questions qui reviennent à chaque fois. C'est est-ce que c'est quali et est-ce que ça convertit en ads? Alors, au niveau de la qualité, ça dépend. Il y a un petit peu de tout. Mais l'idée, de toute façon, c'est de ne pas avoir forcément 70 UGC pour chaque thématique. C'est un ou deux qui fonctionnent bien. Et nous, on a l'avantage d'avoir des personnes qui sont assez impliquées dans nos programmes ambassadeurs, qui ont très envie de faire des contenus pour nous, des contenus assez quali. Donc, on en a pas mal. Et ça convertit plutôt bien en ads, ouais. Ok. Et quand tu dis que convertit bien, ça convertit mieux que vos contenus non organiques.
Pas forcément mieux, en vrai, ça dépend des campagnes, mais on a des bons résultats avec les UGC, en tout cas. Ok, et quid des IGC? Là, c'est Influencer Generated Content. Est-ce que vous utilisez des influenceurs? Et si oui, comment? Sinon, pourquoi? Ouais, donc ça, on bosse avec des influenceurs. Après, on a une strate qui est un peu, je dirais pas balbutiante, mais qui est pas hyper rodée. On a beaucoup travaillé avec des influenceurs pas paid, donc avec des personnes qu'on allait contacter, mais qui n'étaient pas forcément des très gros comptes, ou alors avec des très gros comptes, mais où c'est des personnes qui avaient envie de parler de nos produits, donc on n'envoyait pas forcément de brief, etc. On était un peu tributaire du contenu qu'elles faisaient. Et là, on commence à le faire un petit peu plus, notamment pour des temps un peu particuliers. Là, on a une sortie produit qui arrive demain. Et là, on travaille avec des influenceuses en paid, effectivement. Et après, c'est aussi beaucoup un peu de bruit, de micro et Ah, de nano-influence. juste le jour, je suis chez mes parents pour la semaine C'est l'heure et du puis déj. ça commence à faire la cuisine. Désolé. Et ouais, du coup, après, on travaille quand même beaucoup avec des nano et micro-influenceurs, donc des personnes qui ont soit moins de 10 000, soit moins de 50, 100 000 abonnés, on va dire. Parce que justement, ça nous permet de ne pas les rémunérer pour du contenu, mais de faire de l'échange de produits contre de la visibilité. Et c'est des personnes avec qui souvent on arrive à développer des relations assez chouettes sur le long terme et qui nous font pas mal de contenu et de mise en avant de nos produits de manière assez régulière. Ah, Du coup, je me suis mute. Non, c'est intéressant. Donc, vous êtes au début de l'influence, vous avez une marque qui fonctionne bien, vous n'avez pas encore vraiment commencé à mettre en place une stratégie sur l'influence et l'utiliser pour les ads, etc. Et je trouve qu'en France, c'est le cas de beaucoup de marques. Il y a très très peu de marques qui ont vraiment des stratégies avancées sur l'influence. Vous, parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que vous n'en avez pas besoin. Enfin, c'était quoi la raison dans un premier temps? Vous connaissiez oui, pas? on connaissait un petit peu, mais c'est vrai que mon associé comme moi, on n'était pas très réseaux sociaux, influence, etc. avant de lancer Cécile Paillette, donc c'était pas un truc auquel on a pensé naturellement. Et on l'a fait petit à petit, mais c'est vrai que vu qu'on n'était que deux et que on avait des millions de choses à faire, on s'est dit bon, ça marche à peu près avec notre petite stratégie de nano, micro-influence. Donc, on n'a pas eu envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Mais maintenant, on se penche dessus comme je te disais, vu qu'on essaie de développer d'autres canaux d'acquisition, on est en train de se pencher dessus un peu plus sérieusement. C'est vraiment, pour le coup, tous ceux qui nous écoutent, l'influence, c'est sous-utilisé en France, mal fait quand c'est fait. Je vous conseille vraiment de creuser ce sujet-là. Nous, on a pas mal de nos clients qui ont lancé, là, je pense à une marque qui s'appelle Rose, avec qui on est en train de commencer à travailler, qui est une super marque de cosmétiques, qui a commencé à mettre en place une stratégie d'influence. Je ne peux pas vous donner des chiffres, mais les chiffres seront assez exceptionnels. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux pas vous donner les chiffres parce que la personne qui s'occupe de ça, c'est lui, Simon Robert, qui est un super gars qui d'ailleurs est passé chez Big Blue. Et regardez, il publie pas mal les chiffres et ses résultats sur LinkedIn. J'imagine qu'il a le droit de les publier. Donc regardez ce qu'il fait, ce qu'ils font, inspirez-vous-en parce que ça marche extrêmement bien. Alors, on n'a plus que et Simon est là. Ah ben voilà, Simon est là. On va passer sur notre dernier sujet. On parle de beaucoup de choses, c'est hyper intéressant et je te remercie infiniment Chloé parce que tu es hyper transparente et c'est super actionnable. On a les budgets, on a les partenaires, etc. C'est ce dont on a besoin pour avancer et j'espère que les marques ici en seront reconnaissantes. Il nous reste 10 minutes, c'est plus beaucoup, mais dans les 10 minutes on va passer on va les passer à parler de la production du produit en lui-même. On a très peu parlé de produit et de votre éco-responsabilité. Donc, tu nous as dit plusieurs fois dans ce webinaire que vous êtes éco-responsable, vous êtes une marque qui veut respecter l'environnement et en fait, c'est même votre leitmotiv. C'est comme ça que vous avez commencé, quoi. Enfin, c'est pour ça que tu as créé Sissi la Paillette. Tu peux nous parler un peu de la production enfin votre fournisseur, où est-ce qu'il est, comment vous l'avez trouvé et comment vous faites en sorte que ces produits soient éco-responsables. Ouais, bah oui, comme tu disais, de toute façon, nous, c'était l'ADN de la marque, c'est-à-dire qu'on a créé la marque pour proposer une alternative moins polluante à un produit polluant. Et donc, on bosse avec un laboratoire anglais
et qui a mis au point la technologie qu'on utilise, c'est-à-dire de fabriquer des paillettes à base de cellulose de plantes régénérées. Donc en fait, les paillettes, il faut savoir qu'à la base, c'est des grands films qui sont ensuite découpés par des machines. Et donc ce film de nos paillettes, il est composé d'un gros cœur de cellulose de plantes régénérées. Et ensuite, on va avoir des vernis par-dessus qui vont permettre de donner la brillance et la couleur. Donc la première gamme de paillettes avec laquelle on a travaillé, les Sparkle, elles contenaient encore un petit peu de plastique, mais moins de 8%. Ça veut dire que les paillettes atteignaient à peu près 87 à 90% de dégradation dans l'environnement en 4 semaines. Donc voilà. Et ensuite, on a commencé à travailler avec une autre gamme de paillettes, qui est la gamme pure, qui est pour le coup 100% sans plastique, mais qui a une brillance qui est un petit peu moins miroir. C'est plus nacré. Donc on a conservé les deux gammes jusqu'à maintenant parce qu'elles n'ont pas exactement les mêmes propriétés visuelles, et notamment pour des personnes qui travaillent par exemple dans le spectacle, etc. Elles ont besoin d'avoir quelque chose qui brille vraiment et qui prenne vraiment très bien la lumière. Et là, on a sorti notre toute dernière gamme en avril, qui sont les holos. Et là, elles contiennent moins de 0,1% de plastique. Donc, on arrive vraiment à un très haut degré de naturalité. Et du coup, on travaille toujours avec ce labo pour enlever les derniers résidus de plastique des paillettes. Donc, c'est une technologie qui est assez jeune parce qu'elle a été créée en 2016, donc ça fait moins de 10 ans. C'est quelque chose qui est vraiment en constante amélioration. Donc, c'est hyper chouette et hyper excitant pour l'avenir. Tu produis du coup en Europe? En Allemagne, oui, tout à fait. En Allemagne, ok, en Allemagne. En Allemagne. Et tu arrives à avoir cette relation avec ton fournisseur. Je pense qu'il y a plein de personnes là qui se posent la question parce que les relations avec les fournisseurs sont toujours un peu différentes. Souvent, quand on commence, c'est un peu David contre Goliath. Comment tu fais bouger le gros Goliath? Comment tu as réussi à faire ça? Comment vous êtes allé parler à des gens qui développaient une techno et leur dire, nous, on a envie de faire une marque de paillettes, aidez-nous. Ouais, effectivement, c'était pas facile parce qu'en plus, au début, nous, on est arrivé avec un business plan un peu bancal. On savait pas trop si ça allait marcher ou si ça allait rester quelque chose pour nos amis, quoi. Et en fait, c'est la relation s'est construite au fur et à mesure, quoi. C'est que on a au fur et à mesure augmenté notre volume de commandes et jusqu'à l'année dernière où en fait, on a vraiment atteint quand même des quantités qui nous permettaient d'être un petit peu plus entendus, un peu plus à l'écoute, et où on a pu négocier des choses en termes de prix, de quantité, en termes de relations privilégiées aussi. Donc c'est vraiment, c'est normal qu'au début, les gens vous écoutent pas trop, mais ce qu'il faut régulièrement, c'est renégocier, montrer, on est là, on fait ça, on vend tant. Donc perpétuellement essayer d'améliorer cette relation. Je te demande pas tes marges, mais par contre, je veux bien savoir si vous avez réellement, avec le volume, réussi à les négocier énormément à la baisse. Est-ce que ça a fait une grosse différence pour vous ou c'est à la marge? Alors, ça a fait une petite différence, mais entre-temps, il y a eu le Brexit parce que le laboratoire est anglais. Donc, ce qui a fait que on a réussi à renégocier pour pas se prendre une énorme augmentation, mais ça n'a pas vraiment fait baisser nos coûts. Et les coûts continuent à augmenter un petit peu, malheureusement. Ça, c'était pas une super nouvelle pour nous, le Brexit, effectivement. Et donc, quand les coûts augmentent, vous les répercutez aux clients ou alors vous gardez pour vous et c'est sur votre marge? On a très longtemps pas répercuté, donc on avait un prix de lancement en 2019 qu'on a conservé jusqu'en début 2022, mais en fait on grignotait sur nos marges et c'était pas une bonne idée parce qu'en fait du coup ça compromettait la viabilité de l'entreprise. Nous, on avait envie de garder un produit qui était peu cher, donc c'est la raison pour laquelle on n'avait pas bougé les prix, mais on s'est rendu compte qu'on était obligé d'augmenter si on voulait continuer, donc on a augmenté un petit peu les prix cette année. Ok. Bon, ça fait sens. Euh, Parlons un petit peu. Alors, on n'a pas parlé de notre collaboration. Nous, ça fait depuis mi-2022 qu'on bosse ensemble, donc ça fait pas très très longtemps. Mais je dois dire que c'est assez impressionnant en termes de résultats. Je sais pas si tu veux partager un petit peu les résultats e-commerce ou si tu les gardes pour toi. Non. Non, mais même si je voulais les partager, je t'avoue que j'ai pas les chiffres en tête. Ok, ça marche. Ça marche. Je peux vous dire que les résultats sont assez impressionnants, surtout pour une marque qui est portée par l'organique. Et je pense que c'est le propre des marques qui ont des beaux produits. Vous êtes drivé par, évidemment, les personnes ont envie de faire partie de l'aventure, premièrement, et surtout quand elles consomment une fois, elles ont envie de racheter, racheter et racheter. Et on a des fans chez nous. On a quelques fans chez nous, chez Bingo.
Donc je peux te garantir qu'on voit des paillettes de plus en plus sur les paillettes, c'est les paillettes. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez trouvé en Big Blue ce partenaire éco-responsable? Qu'est-ce qu'on a fait qui vous a attiré sur la partie éco-responsabilité? Oui, bah, effectivement, c'était quelque chose auquel on voulait vraiment faire attention parce que jusqu'au début de notre collaboration, nous, on expédiait nos commandes nous-mêmes, ce qui est devenu vite impossible au vu des volumes. Et donc, nous, on s'attachait à avoir des emballages qui étaient sans plastique, qui étaient recyclés, recyclables. Et on a pu trouver chez Big Blue ce souci, notamment sur tout ce qui est emballage. Et j'y pense parce qu'on sort un nouveau produit demain et qui est, contrairement à nos autres pots qui sont en aluminium, qui est en verre. Et du coup, on est venu demander à Big Blue comment on peut faire pour emballer ces pots en verre qui sont quand même fragiles avec un matériau éco-responsable. Et on nous a proposé de la fibre textile recyclée, etc. Et je ne sais pas si chez d'autres logisticiens, on aurait un souci de l'environnement qui est à ce point-là, de pouvoir proposer systématiquement une alternative éco-responsable au papier bulle qu'on connaît tous et dont on ne veut pas, quoi. Alors, c'est intéressant que tu en parles. Nous, on utilise du Blockbox. En fait, c'est une fibre. Donc, je vous le mets le nom là parce que c'est difficile à trouver sur Internet. Si Anna, tu nous trouves des petites images, c'est top. C'est quelque chose qu'on a découvert il y a un peu plus d'un an. Parce qu'effectivement, remplacer le plastique bulle, c'est très compliqué. On a beaucoup fait avec du craft, sauf que le craft, c'est pas, ça protège pas aussi bien. C'est très bien pour toute une catégorie de produits, mais c'est bien pour caler, mais c'est pas forcément bien pour protéger. Et le Blockbox, c'est assez exceptionnel. On fait des bouteilles en verre avec, on fait plein de produits comme ça, c'est assez exceptionnel. Euh, alors, il y a un autre truc que tu dis pas. Nous, on a enlevé tout le plastique aussi, comme vous, de nos envois. C'est-à-dire que maintenant, on a du scotch sans plastique. Ça a été une grosse demande de notre base de clients. On voulait le faire en fonction des demandes au début, mais c'était trop compliqué à implémenter, donc on a dû repenser l'intégralité de notre logistique. Ah, alors, il y a quelqu'un qui a demandé, donc c'est Laura qui demandait pourquoi avoir choisi Big Blue. C'est cette raison-là, non? Ou il y a eu d'autres raisons? Ouais, c'est ça. Et puis aussi, tout simplement, le fait d'avoir posé des questions à nos pairs chefs d'entreprise. On a pas mal de connaissances et tout, qui ont des petites boîtes comme la nôtre. Et il y a pas mal de gens qui passaient avec Big Blue et qui étaient très satisfaits. Donc on s'est basé là-dessus et ça s'est très bien passé. Nous, on est super contente de bosser avec vous. Vous nous avez bien sauvé la vie parce que cet été, avant qu'on réussisse à externaliser, j'ai passé pas mal de soirées au bureau de 20h à minuit à envoyer des commandes avec mon mec. Donc voilà, merci. Anna qui met petite, je pense qu'elle fait référence à petite marque. On commence à avoir une belle marque quand même. C'est pas une toute petite marque, si la Payette, c'est une belle marque qui envoie pas mal. Alexandra qui dit j'utilise aussi la Whitebox pour les packaging cosmétiques en verre, c'est top. Merci de confirmer ça, Alexandra. Je sais pas si tu bosses avec nous, Alexandra, mais en tout cas, merci de le confirmer. Il est déjà 12h59, c'est allé à une de ces vitesses. Franchement, Chloé, merci pour ta transparence, merci pour tous les détails. Franchement, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ça aussi passionnant. Et s'il y a des questions, là, pour la fin, on a 1 minute. Mais sinon, voilà, 7 minutes, je vais la prendre pour vous dire que c'est pas le dernier webinar, qu'on fera intervenir d'autres de nos clients pour vous raconter des petites histoires comme ça. Merci infiniment d'avoir participé et d'avoir posé des questions, d'avoir partagé vos sites web et d'avoir écouté Chloé. J'espère qu'elle vous aura aidé et que vous allez faire que c'était actionnable. Chloé, je te laisse le mot de la fin. Écoute, merci Tim, et puis merci à toutes les personnes qui étaient là. C'était très sympa de discuter comme ça. Et voilà, écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter. Tu m'as prise de court, j'ai pas préparé le discours de la fin là. Non, mais n'hésitez pas à les rencontrer. Je pense que vous êtes de temps en temps à l'atelier, enfin à la boutique. Ouais, on est de temps en temps à la boutique et après, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Moi, je suis pas beaucoup sur LinkedIn, mais des fois, je réponds à mes messages. Donc, si vous avez envie de discuter de quelque chose et tout, n'hésitez pas. Voilà. Et oui, et restez connectés parce que demain, on sort notre tout nouveau produit. Trop cool. Je garde un peu le suspense, mais ça sort demain matin. Si vous faites partie du Digital Native Club, et Sissi La Payette
aussi. Donc c'est pas Chloé qui va, c'est plutôt Lorraine, sa sœur, mais elle est très 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 chouette aussi. Donc voilà, si vous voulez la rencontrer, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à Chloé et à très vite.